Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir selon le temps qui vous sourit. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision et Diaspora FM notamment, les programmes de ces deux médias. Dimanche Politique démarre chez vous. C'est parti pour 90 minutes de décryptage de l'actualité sociopolitique du Bénin. On va s'intéresser aujourd'hui, entre autres, à la participation des femmes au processus de développement au Bénin, l'encadrement du droit de grève voulu par les honorables députés, bien entendu, sans oublier les dispositions du nouveau code électoral et l'actualité qui aura constitué le chou gras de la presse cette semaine. C'est bien cette autorisation donnée à la Haute Cour de justice à se saisir du cas de plusieurs anciens ministres pour des cas supposés de malversation économique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. L'invité de Dimanche Politique opinera sur ces différents sujets. Autorisé pour lever un compte de voile sur la personnalité politique que nous recevons aujourd'hui. James William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akad Benotin. Bonjour à tous les amis auditeurs et bien sûr à tous les téléspectateurs d'Eden TV de Diaspora FM. La personnalité que nous recevons aujourd'hui a effectué l'essentiel de ses études primaires au Bénin, mais il s'envole très vite pour l'Europe où il obtient un baccalauréat de série A1 philo-mathématiques en France à l'Académie de Versailles. Sa formation universitaire se clôture par plusieurs diplômes. Le premier, un troisième cycle en gestion des entreprises à l'université Paris 12 Créteil et un autre diplôme du troisième cycle en expertise judiciaire en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là, c'est à l'université Paris 2 Panthéon. Assas, c'est une personnalité, elle fait également un DEA puis une thèse en histoire des relations économiques internationales à Paris 12 Créteil encore. Et puis son parcours professionnel est riche. Je me dois de vous le résumer en quelques mots seulement. Elle est consultante en stratégie et organisation d'entreprise, chargée de cours actuellement à l'université de Parakou, notamment à la faculté de sciences juridiques et politiques de cette université. Elle est chef d'entreprise, elle est consultante en administration et base de données. Elle est responsable administrative et financière de plusieurs structures en France. Elle est promotrice surtout d'activités culturelles, dont le concours Miss Bénin France Diaspora et les trophées Kendemi, prestigieuse récompense dédiée aux talents féminins. Elle a également un parcours politique, sinon elle ne serait pas sur ce plateau. Elle est membre du bureau exécutif de la coordination du nouveau départ Diaspora Bénin. C'est à ce titre que nous la recevons, mais elle est aussi vice-présidente du parti des Forces Unies et engagée pour le développement FUED. Ceux qui la connaissent auront reconnu une personnalité de la diaspora béninoise. C'est tout simplement Madame Yolande Sika Francisco qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Madame Sika Francisco, bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci de me recevoir sur ce plateau. Madame Yolande Sika Francisco, dites-nous, comment définissez-vous le concept de béninois de la diaspora dans lequel vous vous identifiez aujourd'hui? Le concept de béninois de la diaspora auquel je m'identifie aujourd'hui est simple. En fait, béninois de la diaspora, béninois du pays, de l'intérieur. Nous avons un regard tourné sur l'actualité de notre pays. Nous sommes activement déterminés à prendre notre part dans la scène politique de notre pays, dans l'évolution des événements dans notre pays. Donc, le béninois de la diaspora aujourd'hui est un membre à part entière, un membre actif de la politique intérieure et de la vie intérieure de notre pays d'origine. Il paraît que vous faites partie de ces Béninois et Béninoises de l'extérieur que le président de la République, Patrice Guillaume Attanase Talon, a convaincu de rentrer un peu plus souvent pour prendre part au processus de développement. Et de votre côté, en quoi consiste, si cela est vrai, cette contribution que vous apportez ou que vous tentez d'apporter au développement du Bénin? Le constat est exact.
le président Patrice Talon ne peut laisser les Béninois que nous sommes indifférents au tournant que prend la politique aujourd'hui, à l'empreinte qu'il veut donner aujourd'hui à la politique béninoise. Donc nous étions prêts, nous sommes préparés et nous ne faisons que apporter notre pierre, comme cela se doit, à l'évolution, à l'édification d'une nouvelle ère politique dans notre pays. Madame Yolande, je rappelle toujours votre nom parce que les auditeurs de Diaspora FM ne vous voient pas, ils vous entendent. Donc, Yolande Sika Francisco, avant d'être une Béninoise de la diaspora, vous avez défini tout à l'heure le concept de Béninois de la diaspora. Aujourd'hui, vous êtes en tout cas accompli, vous êtes une personnalité politique. Vous avez décidé quand même d'émigrer un beau jour. Pouvez-vous nous dire les motivations, les conditions dans lesquelles vous avez décidé de partir, ce que vous y avez gagné? Effectivement, comme vous le notez si bien, j'ai décidé de partir. Si vous regardez un peu mon parcours, je suis partie exactement au moment où les choses allaient un peu mal ici, où il y avait des années blanches, et donc j'ai dû partir pour pouvoir passer mon baccalauréat en France. Et de là-bas, je me suis dit qu'il était quand même important de poursuivre les études pour pouvoir revenir verser ce capital intellectuel, ce capital de compétences dans mon pays d'origine. Et seulement cette situation politique difficile de l'époque a motivé votre départ. À cette époque-là, il y avait des milliers, des millions de Béninois qui n'ont pas eu cette opportunité de partir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, vous n'êtes pas un peu senti coupable d'abandonner derrière vous tout ce beau monde? Ça me fait sourire, mais non, je ne me sens pas coupable puisque je reviens dans mon pays d'origine, ce pays où j'ai tout appris pour pouvoir rapporter ce que j'ai reçu là-bas. C'est-à-dire que la France, comme on le sait, sur le plan international, est un grand pays académique, de formation académique très recherché. Et donc, comme vous pouvez le constater maintenant, ce n'est pas un désavantage, c'est plutôt un intérêt, et je ne pourrais pas regretter ou me sentir coupable d'être partie puisque je reviens verser ce que j'ai gagné en partant dans ce pays que tout le monde lorgne aujourd'hui, où les gens prennent des risques énormes pour aller. Et les Africains de la diaspora sont souvent accusés de véhiculer à leur retour au pays une image d'aisance et de confort qui encouragerait leurs compatriotes à rester au pays, à tenter à leur tour cette aventure qui n'est toujours pas, en tout cas, aisée, au mépris des risques et au péril de leur vie. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas d'où vous tenez ce constat. C'est pas mon cas. En tout cas, je pense que quand nous venons ici, c'est surtout pour apporter cette ère de bien-être que nous recevons là-bas, que nous vivons là-bas, essayer de faire vivre à nos compatriotes restés au pays le bon côté de la vie occidentale, ce qu'on peut y prendre, ce qu'on peut y apprendre, et essayer de les sensibiliser à faire autant que ce qui se fait là-bas dans notre pays d'accueil. Donc moi, je suis surprise de vous entendre dire que nous véhiculons une image... Peut-être pas vous, mais nous sommes au Bénin, nous voyons ceux qui viennent de l'étranger, s'ils viennent pour passer une semaine. C'est vrai, on peut pas leur refuser cela, mais c'est des gens qui, peut-être louent les véhicules de luxe, ils louent des appartements qui coûtent cher. Bon, ils montrent à leurs compatriotes, à leurs frères que c'est comme ça, ils vivent de l'autre côté, mais ce qui n'est pas toujours aisé. Mais c'est de cela surtout nous parlons. Voilà. Je pense que non, il y a peut-être que c'est un mirage. En fait, les Béninois de l'extérieur, quand ils viennent, c'est-à-dire que dans ce pays d'accueil où ils vivent, on y travaille très très dur. On y travaille dur pour gagner sa vie. Il n'y a pas vraiment le temps au loisir. Il n'y a pas le temps à des visites familiales. Donc quand on revient, le terme utilisé, c'est se défouler, se lâcher un peu. Et je pense que nos frères que nous avons laissés ici doivent comprendre que quand nous venons, c'est pour partager un peu avec eux ce que nous avons gagné là-bas et de prendre des bouffées d'air et d'oxygène et de pouvoir vivre en convivialité comme cela se fait, comme on a coutume à le faire chez nous. Parce que je vous assure que en France, là-bas ou en Occident,
ce n'est pas de la blague, on n'y va pas pour s'amuser. Quand on y va, le travail est dur, on se bat, on se lève le matin très tôt, métro, boulot, dodo. Donc, quand on revient au pays, dans notre pays d'accueil, on se plaît quand même à se lâcher un peu, à prendre des vacances, c'est de véritables vacances que nous prenons, et c'est pour ça que nous permettons de profiter de ce que nous avons gagné. On fait des économies énormes pour pouvoir venir. Et pour faire plaisir à nos concitoyens restés sur place, nous essayons de partager un peu et de leur donner une certaine image de confort. Mais bon, ce n'est pas pour les tromper et pour du tape à l'œil, quoi. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, Madame Francisco, il y a une émigration massive de l'Africain vers l'Europe dans des conditions pénibles, dans des conditions difficiles. De nombreuses personnes meurent dans le désert ou sur la Méditerranée, parfois en essayant d'autres voies de l'immigration clandestine. Qu'est-ce que vous pensez, en tant que béninoise de la diaspora ou en tant qu'Africaine de la diaspora, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces personnes qui tentent cette aventure vraiment au mépris, comme le disait Tranquillin, de leur vie et des risques qu'ils encourent? Vous faites état de quelque chose de très douloureux, qui n'est pas aisé à développer. Mais moi, je veux dire tout d'abord, nous, Africains, États africains, que faisons-nous pour retenir sur place ces jeunes qui vont vers les pays occidentaux? Qu'est-ce qu'ils vont rechercher là-bas? C'est d'abord de quoi vivre, c'est d'abord le travail. Mais que faisons-nous pour leur donner des occupations dignes du nom qui puissent leur permettre de subvenir à leurs besoins? C'est là où le problème se pose. C'est là où il faut voir. Et aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement du nouveau départ a pris le taureau par les cornes. Il essaye de donner envie aux Béninois de rester sur place, de n'avoir rien à envier à ces sociétés occidentales qui nous dépassent par rapport à quoi? Par rapport à la conscience au travail, par rapport à la gestion saine des activités. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le Bénin sort un peu de l'ornière. Le Bénin est un exemple qui pousse les jeunes à rester sur place, à développer leurs connaissances, à développer leurs compétences pour les mettre au service. Donc, quand on parle de ces vagues d'immigration clandestine où les personnes prennent des risques énormes pour partir, le Bénin n'est pas cité parmi ces cas. Très peu sont les Béninois qui partent pour de telles aventures. Quand on parle du Béninois, en tout cas, en France où moi je réside, c'est sur d'autres thèmes. C'est dire des Béninois sont des personnes très discrètes, de gros travailleurs, intellectuellement bien calés. Et donc, en tout cas, pour ma part, le Béninois ne figure pas forcément parmi ce type de population qui vont à l'aventure. Déjà, on sait que le Béninois, le peuple béninois est un peuple très peureux, qui n'aime pas trop se prendre des risques inutiles. Et donc, je pense que effectivement, le constat est clair. Il y a un souci, il y a un problème. On devait se tourner vers nous-mêmes, vers les politiques qui sont mises en place pour décourager ces genres de départ massif vers la cité de la mort en traversant les océans de façon inconsciente. Votre message à l'endroit des jeunes qui vous écoutent actuellement et qui pensent que l'Eldorado, c'est chez le blanc que ça se trouve? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, le message doit être clair. Quand on voit des chefs d'État comme celui que nous avons au Bénin actuellement, Patrice Talon, qui se bat, qui met tout en œuvre pour créer une société où il fait bon vivre pour
pour nous, pour la postérité, je pense que, et qui met l'accent sur l'éducation, la formation et la recherche des compétences, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à envier. Tout ce qu'on peut dire à la jeunesse d'aujourd'hui. Et je vois dans les postes, les postes essentiels ici, j'ai fait le tour de l'administration. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes compétences qui sont embauchés et qui travaillent avec l'économie numérique, la digitalisation. Je vois pas mal que c'est la jeunesse qui prend son destin en main et qui donne le meilleur de lui-même pour être à sa place, pour prendre sa place dans l'économie du pays, dans le développement, l'essor économique du pays. Et donc, pour vous, il n'est pas question de partir. Vous êtes par ailleurs, en tout cas, l'organisatrice et la promotrice du concours de beauté Miss Bénin France et Diaspora. Justement. Oui, et qu'est-ce qui motive l'initiative que vous avez prise il y a quelques années et quelles en sont les retombées? Justement, voilà, donc l'idée est là, c'est-à-dire que moi je suis partie, mais je suis pas partie pour toujours. Je suis partie pour être un lien entre mon pays d'accueil et mon pays d'origine. Donc j'ai remarqué que en France, les enfants issus de la diaspora sont un peu coupés des réalités de chez nous. Elles sont françaises, elles sont éduquées selon les manières françaises et occidentales et elles savent plus trop. Et la France qui promeut aujourd'hui une certaine diversité culturelle, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser cette jeunesse à prendre conscience de leur pays d'origine? Elles sont françaises. Surtout, je me suis attardée sur le cas des jeunes filles d'origine béninoise en France. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire? En observant les autres diasporas sur place, on voit que la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise, ces diasporas sont très proches de leur pays d'origine et vivent vraiment comme vivent les réalités de leur pays d'origine. Elles les transposent même d'ailleurs en France, ce qui n'est pas le cas. C'est à croire que le Béninois a un peu peur de sa culture, de ses origines, parce que le Bénin est identifié simplement par le vaudou, mais le vaudou, c'est un phénomène culturel dont on devrait s'enorgueillir. Donc je dis, qu'est-ce que je peux faire? Il faut organiser un événement fédérateur qui rassemble ces Béninois de l'extérieur pour valoriser, pour montrer un peu la culture béninoise. Donc j'ai commencé, je me suis dit, mais un événement glamour, un événement tendance est bien désigné pour pouvoir rassembler cette jeunesse autour de cette jeunesse et la sensibiliser autour du fait culturel au Bénin. Donc, nous avons organisé avec d'autres initiateurs, d'autres amis, ce concours où nous convoquons la jeunesse béninoise et toute la population, la diaspora béninoise sur place autour d'un événement annuel qui se déroule une fois l'année où c'est un rendez-vous où les Béninois se rencontrent avec, nous invitons des talents, des artistes talentueux du Bénin, nous en faisons venir, il y en a qui sont sur place et on organise une belle fête pour valoriser, pour vendre un peu la culture béninoise. Aujourd'hui, plus que jamais, le président Talon nous donne l'opportunité de vendre la destination Bénin, de parler du Bénin sur tous les aspects, que ce soit l'aspect du tourisme historique, de l'aspect du tourisme économique. On peut maintenant être fier de parler, de montrer le Bénin. Et donc, c'est ce que nous faisons à travers ce concours, amener les jeunes filles à être un lien entre leur pays d'accueil et leur pays
d'origine, à savoir parler de leur culture, et on leur apprend pas mal de choses. C'est des jeunes filles. Les critères pour venir à ce concours sont des critères de beauté qui sont basés sur les canons de beauté africains. Vous allez voir, j'ai quelques documents ici que je vous montrerai tout à l'heure où les filles sont vraiment, elles répondent vraiment aux critères de beauté africains. Elles sont pulpeuses, elles sont belles, elles sont en chair, elles sont en forme, et elles comprennent le parler de chez elles. Elles savent parler en dialecte béninoise. Elles savent elles en connaissent un peu sur la gastronomie béninoise, sur l'histoire politique du Bénin, sur l'histoire, l'évolution économique du Bénin. Elles passent aussi par des épreuves de tests de culture générale, de danse. Elles doivent esquisser, chaque fille doit présenter, elle doit être l'ambassadrice de sa ville d'origine ou de son village. Elle doit savoir parler la langue, savoir présenter le plat de chez elle, savoir esquisser les pas de chez elle. Voilà un peu ce que nous faisons pour ramener un peu une partie de chez nous dans notre pays d'accueil. Vous êtes aussi la fondatrice de l'association Femmes et Nations pour la promotion des trophées Kendemi, j'espère que je prononce très bien, dédié donc au talent féminin. Je suis la cofondatrice. Nous sommes un groupe de femmes. En fait, on est 2 femmes. Il y a Madame Blandine Wadochedorou, ma cousine, et moi, qui avons mis sur place ce concept pour identifier et les femmes talentueuses, les femmes qui se battent à tous les niveaux. C'est pas seulement les femmes intellectuelles, les femmes qui contribuent au développement économique, qui apportent leur pierre dans l'action économique de notre pays. Et donc, nous essayons d'identifier ces femmes. Elles peuvent être des vendeuses d'oranges, elles peuvent être des vendeuses de bouillie, mais qui impactent d'une manière positive la vie économique de notre pays. Et donc, nous les identifions et nous leur dédions, nous leur offrons des trophées pour les récompenser et pour faire des émules, pour encourager les femmes à se battre et à prendre leur place dans la société et à se valoriser. C'est les femmes aussi, nous insistons sur l'aspect éducation. Ces femmes qui entreprennent des activités, des actions qui constituent un exemple pour la jeunesse émergente. C'est de telles femmes que nous identifions et que nous essayons de récompenser à travers les trophées Kendemi. Oui, mais pourquoi avoir choisi le nom Kendemi? Kendemi, parce que ça veut dire, en fond, si je ne m'abuse, le sort s'est posé sur moi, le sort m'a désigné. Alors, Kendemi. Kendemi, voilà, Kendemi. C'est ça. Donc, c'est assez clair maintenant et justement, ça nous permet d'entrer dans un autre pan de cette émission. Nous allons parler des femmes et de leur participation à la vie publique. Madame Yolande Sika Francisco, vous êtes femme, vous êtes béninoise, cela ne se conteste pas. Que pensez-vous du niveau de participation que vous avez pu observer de la gente féminine aux hautes sphères de décision dans notre pays, dans votre pays? C'est une question qui est d'actualité, une question qui mérite d'être prise en compte. Tout d'abord, aujourd'hui, si je suis sur votre plateau, c'est déjà une avancée, c'est déjà quelque chose de très appréciable. Moi, j'ai choisi de prendre ma place dans la société. Comme le dit si bien, comme on le dit bien à travers la Bible aussi, même le royaume des cieux n'appartient qu'aux violents, à ceux qui se battent, qui se lèvent tôt et qui prennent leur place et qui l'arrachent. Donc aujourd'hui, je pense que les femmes doivent d'abord prendre conscience de leur rôle, de leur position. Nous, les femmes, depuis des temps lointains, sommes à l'origine de la vie, à l'origine de pas mal de choses. Nous sommes porteuses de vie, nous sommes génératrices d'énergie. Nous faisons pas mal de choses que
peut-être parfois nous n'arrivons pas à faire ressortir ou nous n'arrivons pas forcément à prendre notre place. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle génération de femmes qui se lèvent et qui n'attendent pas se croiser les bras et attendent que ce soit les hommes qui nous fassent une place dans la société. Nous voulons nous lever pour prendre la place qui est la nôtre. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas un souci. La question de la représentativité, je ne vais pas en attribuer la faute ou la responsabilité à quiconque, mais je pense que les femmes doivent prendre conscience du rôle qui est le leur et doivent se lever pour prendre leur place. Et c'est dans ce sens que moi, je m'inscris très très clairement dans l'esprit des réformes aujourd'hui qui sont entreprises, des réformes audacieuses, courageuses qui sont entreprises par le gouvernement du nouveau départ. Même les parlementaires, les députés ont posé sur la table une série de réformes, parmi lesquelles on peut compter celle de la représentativité de la femme. Donc aujourd'hui, il y a une avancée. La question est sur la table. Qu'est-ce que nous faisons pour que ceci soit une réalité, que ce désir, ce souhait soit concrétisé? Je vous pose la question parce que nous les femmes, vous en parlez, les gens, les femmes ne sont pas suffisamment représentées au Parlement, sur 83 députés, il n'y en a que 7 qui sont des femmes, mais qui sont ceux qui n'ont pas voté cette loi, ceux qui ont rejeté cette loi? Ceux qui se plaignent à dire que les femmes n'ont pas leur place qu'ils doivent occuper, les femmes ne sont pas acceptées dans la société. Mais aujourd'hui, on vous propose une loi, on nous propose une réforme pour permettre à la femme une loi simplement qui correspond aussi aux objectifs de développement durable. On ne peut pas prétendre à un développement durable en omettant une partie de la population. Les objectifs numéro 5 des ODD disent bien que l'égalité doit être le mot d'ordre et que dans tout développement, la femme et la jeune fille doivent trouver leur place, doivent bénéficier d'une éducation exemplaire, doivent pouvoir être représentées dans toutes les instances économiques, socio-économiques et politiques d'un pays. Mais quand bien cela étant, et que les autorités gouvernementales et même les députés, les parlementaires se réveillent et disent aujourd'hui nous voulons que cela soit une réalité et on met sur la table des projets de loi et qui sont rejetés. À qui voulez-vous attribuer la responsabilité de la non-représentativité des femmes dans les instances politiques, économiques ou sociales? Mais vous n'allez pas soustraire les femmes à une part de cette responsabilité. Elles-mêmes, qui, quand d'autres femmes sont candidates, sont les premières à vilipender ces femmes-là, sont les premières à refuser de voter pour elles, sont les premières à leur jeter l'anathème. Vous n'allez pas dire que si les 52 ou 53% des femmes désormais que nous avons dans notre pays se concertaient, en tout cas allaient dans le même sens, toutes ces lois auraient pu être votées depuis bien longtemps. C'est trop facile, c'est bien facile de vouloir jeter la pierre à la responsabilité sur les femmes elles-mêmes. Je pense que c'est des cas parcellaires, c'est des cas pas tout à fait qui font force de loi. Certaines femmes, effectivement, il est communément dit que les femmes se jalousent entre elles, les femmes se combattent entre elles, mais ce n'est pas général. Ce n'est pas général. Moi, je travaille avec des femmes. Vous voyez que tous ces mouvements dans lesquels je milite, c'est des mouvements de femmes où nous asseyons, nous réfléchissons, nous prenons des engagements pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Je vous ai parlé tantôt de Femmes et Nations. Il y a encore d'autres mouvements dans lesquels je milite et je pense que je côtoie beaucoup de femmes et nous sommes encore en train de nous préparer, de nous concerter encore pour faire émerger un mouvement
qui parlera, qui défendra les droits de la gente féminine. Donc je pense que on ne peut pas faire d'un constat qui ne fait pas force de loi quelque chose qui justifie un état de choses. Je pense que nous devons, chacun doit prendre conscience de sa responsabilité. Chaque Béninois, déjà les hommes qui s'arrosent toutes les places, doivent comprendre aujourd'hui que les femmes ont leur rôle à jouer, les femmes ont leur part à apporter dans le développement économique de notre pays. Et que préconisez-vous pour encourager la participation de la gente féminine aux affaires publiques? Mais votre question me fait sourire parce que vous me demandez ce que je préconise. Moi, personnellement, je m'aligne derrière la décision, je m'inscris à la suite de la décision des parlementaires et dans la volonté même du président Patrice Talon qui, dans sa vision, veut que tout le monde, chaque Béninois, à quel niveau qu'il est, prenne part à l'édification d'un Bénin meilleur. Donc, vous voyez quand même qu'il a dit, on a du retard. Il est arrivé, il a hérité d'un Bénin qui était complètement à terre, où les dysfonctionnements sont criants et où tout était sans dessus, sans dessous, et qu'il faut tout reconstruire, tout rebâtir. Donc, il a eu le mérite et l'honnêteté de dire, bon, c'est les compétences d'abord qui vont jouer. On va commencer par construire, par remettre les choses en ordre, et ensuite, on essaiera de mettre chacun à sa place. Et donc, aujourd'hui, si je suis là en tant que membre de la coordination Nouveau Départ, c'est parce que le président nous a quand même donné la chance, l'opportunité de sortir, de parler, de prendre la parole, et nul ne nous empêche, et rien ne nous empêche aujourd'hui de manifester notre volonté, notre désir de participer, de prendre une part active à l'action de développement de notre pays. Je pense que c'est d'abord une question de conscience personnelle et une question de volonté. Madame, ce président Patrice Talon que vous adulez autant, à qui vous trouvez beaucoup de qualités, n'a quand même pas. C'est un président que j'admire. Et dans sa détermination. Nous allons y venir. Oui. Mais la question que j'allais vous poser, c'est de savoir, mais vous avez vu le gouvernement, il y a peu de femmes, et dans les sphères où il y a des nominations possibles, le président Patrice Talon n'a pas contribuer autant qu'il aurait pu le faire à l'émergence de la on ne peut pas reprocher à un président qui a été clair, qui a été ferme et qui n'a pas fait de promesses de campagne sur la parité. Il a été clair, il a dit d'abord, mon souci, ma priorité première, c'est de construire, de remettre debout et de faire monter les compétences. C'est-à-dire maintenant, quand il était en France au mois d'octobre, il a bien dit, mais où sont les femmes? Ne vous mettez pas dans l'arrière-cour, sortez, montrez-vous, révélez-vous. Aujourd'hui, c'est pas le président Talon qui est allé me chercher, moi, pour me mettre sur ce plateau. Effectivement, cet appel qu'il a lancé à Paris en octobre m'a titillé et m'a interpellé. Je dis, mais écoutez, il a raison. C'est-à-dire que les femmes, la culture dans laquelle nous avons été élevés, nous avons été éduqués, fait que nous ne voulons pas nous montrer, nous ne voulons pas nous exposer. Oui, la femme doit être un peu discrète, elle doit être cachée. Aujourd'hui, je pense que ce temps est révolu et que les femmes doivent sortir.
On ne peut pas aller les tirer de là où elles sont. Elles doivent se montrer. Aujourd'hui, la communication et la visibilité sont deux choses qui sont importantes. Et si je ne venais pas sur ce plateau un jour, les gens, même le président Patrice Talon ne va pas me repérer. Même ceux qui sont dans les actions qui sont à la tête des différentes instances ne vont pas me remarquer. Mais si j'étais restée chez moi à me dire, mais il faut qu'ils viennent me chercher, que j'envoie mon CV ici et là, quand je ne suis pas dans l'action, quand on n'est pas dans l'action, on n'est pas repéré, tout simplement. Donc je pense qu'aujourd'hui, les femmes doivent prendre leurs responsabilités. Elles doivent prendre leurs responsabilités, doivent prendre leur destin en main, doivent sortir et se montrer et apporter, démontrer ce qu'elles sont capables de faire. Donc je pense que la responsabilité incombe d'abord à la femme et que M. Patrice Talon, il a été clair, il est fidèle et moi je pense qu'il est fidèle à ses engagements, il est fidèle à ce qu'il dit, à les postulats qu'il pose. Je viens... voilà ce que je veux faire et je pense que c'est à ça que nous devons, sur ce bilan-là, que nous devons le regarder, que nous devons apprécier. Il est arrivé et jamais de mémoire de Béninois, je n'ai vu un président qui est arrivé avec un plan d'action, un projet bien rédigé, avec une vision bien claire et qui demeure fidèle à sa vision et qui la décline en action. Et aujourd'hui, nous voyons bien les piliers du PAG. Nous voyons bien les projets, tous les projets phares, les projets sectoriels, les réformes institutionnelles qu'il a annoncées. Eh bien, il les respecte aujourd'hui. Il les respecte. Bon, les Béninois étaient impatients. Ils ne comprenaient pas comment se fait que de 2016 à 2017, il n'y a pas eu de concrétisation, mais ils oublient que des projets, en tant que chef de projet, moi je sais que quand on veut déployer un projet, il faut d'abord différentes phases. Il faut des phases d'études, des phases d'analyse de faisabilité avant de lancer. Mais donc, il faut du temps. Aujourd'hui, nous avons bien vu que, voilà, cette phase passée, nous sommes à la phase de la concrétisation et sur le terrain maintenant, à moins qu'on soit aveugle et tout, on constate qu'il y a de l'évolution. Et aussi, on va rebondir, les gens, quand je viens au Bénin, j'entends les gens qui reprochent au gouvernement du nouveau départ, oui, il y a eu des déguerpissements, mais bon, écoutez, qu'il y a eu des marchés, mais pour qu'un pays, dans tout État développé, digne du nom, il faut d'abord penser au cadre de vie. Il faut penser d'abord à assainir le cadre de vie, à ranger, à préparer les gens, à préparer l'environnement, à accueillir le développement. Donc moi je pense que le président Patrice Talon, ce gouvernement du nouveau départ, est dans la démarche logique, dans la démarche qu'il faut et dans la démarche qu'a suivi tous les États développés aujourd'hui que nous admirons, dans lesquels nous voulons y aller. En France, où vous dites que les gens prennent le risque d'aller et tout, est-ce que les gens s'installent en désordre, n'importe comment, anarchiquement, au bord des trottoirs ou là où ils veulent? Non. Donc je pense que aujourd'hui, nous devons souffrir de voir qu'il y a un homme qui est arrivé et qui veut mettre les Béninois au même niveau que les sociétés qu'ils envient et où ils veulent y aller, vers lesquelles ils veulent migrer contre tout vent et même contre leur propre sécurité. On va s'intéresser à un autre sujet, Madame Francisco. Les députés viennent d'autoriser la Haute Cour de justice à saisir du cas de plusieurs anciens ministres pour des cas supposés de malversation économique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Vous avez suivi tout comme nous cette actualité. En même temps, ils ont estimé que l'ancien ministre des Finances et de l'Économie, Kwame Kouché, n'avait pas à être poursuivi quant à lui. Quelle lecture faites-vous de ce qui s'est passé récemment au Parlement ? D'abord, je me refuse de commenter
ces actualités qui, relèvent d'abord de la compétence de la Haute Cour de justice, des instances qui sont habilitées à le faire. Mais je pense que si le ministre de l'économie a des comptes à rendre, il les rendra au moment venu. Mais maintenant, c'est pas à moi de venir sur le plateau et de donner mon opinion, mais je pense que je ne peux pas apprécier la substance même de cette décision des parlementaires. Donc, il y a d'autres décisions qui ont été applaudies. C'est pourquoi vous n'en parlez pas, et c'est celle-là seulement que vous choisissez, sur laquelle vous voulez que je me prononce. Je sais que le président Patrice Talon a fait de sa bataille de l'impunité un point essentiel de sa bataille. Donc, on ne peut que le féliciter et l'encourager. Mais maintenant, si vous estimez que le cas Kobi Coutier, du ministre des Finances et de l'économie, Kobi Coutier, est un cas sur lequel je devais me pencher, je pense que je ne suis pas dans ce rôle et je ne suis pas habilitée à le faire. Les anciens ministres dont on parle, ce fait qu'ils sont tous de l'opposition et dans l'opinion publique, vous voulez insinuer qu'il aurait peut-être une chasse aux sorcières ou un règlement de compte? En tout cas, dans l'opinion publique, c'est ce qui se dégage. Mais ce sont leurs collègues du Parlement qui ont décidé et les faits ont été posés et donc la justice est libre et puis les parlementaires aussi ont les éléments suffisants pour juger. Maintenant, je ne me sens pas dans la position de pouvoir juger des décisions qui sont prises par des instances susceptibles de savoir le faire. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux quand même, dans la situation actuelle, vous avez vous-même suivi qu'il y a eu une très forte polémique autour de avant, dans un premier temps, des levées d'immunité parlementaire de députés, tous de l'opposition, encore une fois. Ensuite, l'introduction du dossier de ces députés-là, de ces anciens ministres, devant encore les parlementaires qui, majoritairement favorables au pouvoir en place, ont décidé de l'envoyer vers la Haute Cour de justice. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux pour une sérénité politique en perspective des prochaines élections de différer cette opération et d'attendre... Quelle est cette sérénité qui nous empêche de demander des comptes? C'est-à-dire que vous reprochez au président maintenant de venir, de faire l'état des lieux, de faire le diagnostic des instances, de relever les dysfonctionnements, de relever des malversations et de se taire là-dessus. Je pense que c'est la suite logique des choses. Quand on arrive dans une demeure, quand on arrive quelque part, même quand vous voulez louer votre appartement, votre maison, vous arrivez, vous regardez autour, vous faites l'état des lieux, vous posez le diagnostic, quand vous êtes malade, on pose le diagnostic, on dit mais dis donc, il y a tel souci, il faut y remédier. Soit on prend par voie palliative, on prend par voie curative ou on prend par voie préventive. Et aujourd'hui, on est arrivé où le constat est là et que il y a eu des situations hautement déplorables et donc je ne vois pas pourquoi ça doit être les ministres du gouvernement actuel puisqu'ils n'ont pas encore fini leur mandat, ils sont encore en cours et avant même d'entrer dans le gouvernement, ils ont été jugés dignes d'y entrer, donc ils n'ont pas été entachés, ils n'ont pas des casseroles, forcément pour ceux que je connais, ils n'ont pas des cadavres dans le placard et tout, et donc ils sont dans l'action. Quand l'heure viendra, ils seront aussi jugés, ils seront jugés sur ce qu'ils ont fait. Pourquoi voulez-vous que ceux qui sont en pleine action, qui n'ont pas encore terminé leur mandat, soient jugés? Il faut juger le passé, ce qui avait déjà été fait. Et donc, ces ministres
dont l'immunité a été levée, c'est des gens qui ont déjà agi, qui ont fait leur temps et des irrégularités ont été relevées dans la gestion qu'ils ont faite de leurs fonctions. Donc moi je pense que c'est tout à fait logique. Je ne comprends même pas comment vous pouvez vous étonner que ces personnes qui ont été aux fonctions et dont les fonctions, les résultats, les bilans relèvent des dysfonctionnements ou des irrégularités inconcevables que vous ne voulez pas qu'on les juge. Pourquoi ? Pourquoi ne voulez-vous simplement de constater que ces personnalités sont toutes de l'opposition, c'est ça la seule chose curieuse. Comment de l'opposition? Vous avez bien vu que des directeurs d'entreprises, des directeurs d'entreprises publiques qui sont de la mouvance ont aussi été mis aux arrêts parce qu'on a constaté, on a relevé, je ne veux pas citer des noms ici, mais si vous suivez l'actualité, vous avez bien vu qu'il y a des personnalités, des autorités qui sont de la mouvance, qui ont soutenu corps et âme l'actuel président, qui sont mis aux arrêts parce qu'on a relevé des irrégularités. Donc, ne soyez pas pressés. Ceux qui sont au poste aujourd'hui, demain, eux aussi, ils passeront. Et le président Talon aime à le dire. Il a dit, tout le monde rendra compte de sa gestion. Même lui-même, il est prêt au moment venu de rendre compte de sa gestion. Et si jamais on relève des irrégularités, ben, il sera amené à se justifier. Madame Yolande Francisco, pensez-vous réellement que l'on peut aboutir à la condamnation d'un ou plusieurs ministres pour des faits de corruption? Alors, cette question me semble un peu vicieuse, mais je vais vous dire, on peut arriver à la condamnation. Pourquoi n'arriverons-nous pas à la condamnation? Si on veut assainir tous les pans de l'activité du pays, si on veut assainir notre économie, si on veut être crédible aux yeux des instances financières internationales, nous sommes obligés de condamner des actes qui sont jugés destructeurs pour le développement et pour le rayonnement économique d'un pays. Aujourd'hui, vous voyez bien que le Bénin fait partie des pays africains les mieux notés aux yeux des instances internationales et qui peut passer par la Banque mondiale même d'ailleurs, et qui aujourd'hui peut prétendre à recevoir un certain traitement qu'il n'avait pas. Le Bénin était rayé de la liste des pays dignes de confiance auxquels la Banque mondiale pouvait prêter facilement. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, on est passé de 2016 à 2017, le taux de croissance a été élevé à plus 4%, et là de 2016 à 2017, de 2017 à 2018 à 5%. Donc il y a quand même une valeur ajoutée, il y a eu une amélioration quand même de l'atmosphère de l'atmosphère économique. Oui, mais ça ne se ressent pas dans les postes. Ça se ressent, il n'y a que des aveugles et les malvoyants qui ne le voient pas parce que les éléments sont là, les faits sont là. Mais et déjà, dans les poches des Béninois, sur le marché... Sur le marché, est-ce que le nouveau départ a cessé de payer? On est en cessation de paiement. Est-ce que les salariés ne perçoivent pas leur salaire? Qu'est-ce qui ne circule pas? C'est là où la question se pose. Qu'est-ce qui ne circule pas? Répondez-moi, qu'est-ce qui ne circule pas? Parce que moi, j'ai discuté avec des fonctionnaires, des personnes, j'ai dit, mais il y a des problèmes, les gens disent qu'il n'y a plus d'argent dans le pays. Il y en a qui m'ont répondu, mais moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, j'ai mon salaire et puis je les ai même plus à temps qu'avant et tout. Je les ai régulièrement. Je dis, mais alors, pourquoi les Béninois crient? Il y a des gens, une partie des Béninois qui crient, qui disent que, ouais, c'est dur, la vie est dure, il y a un problème, il y a ceci. Aujourd'hui, il y a une crise structurelle dans tout le monde entier.
l'économie est un peu en souffrance dans tous les pays du monde, même en France où moi je réside, il y a de sérieux problèmes. Il y a de sérieux problèmes et dans tout État où des réformes sont entreprises, il y a toujours des problèmes. Macron est en difficulté en France et partout ailleurs. Donc il faut qu'on souffre pour préparer la postérité. Il faut bien quand même qu'à un moment donné, on s'arrête, qu'on prenne conscience de la situation de notre pays et qu'on corrige un peu les choses, hein, quel que soit ce que ça nous coûte et tout au détriment de notre propre confort. Il faut qu'on l'accepte. Les Béninois n'ont pas l'argent dans leur poche. Est-ce qu'ils ont des machines à fabriquer de l'argent? L'argent va venir d'où? L'économie, la loi, le marché économique. La loi économique exige que il faut que tout État digne du nom génère de la richesse. Et cette richesse aussi, les gouvernements, les États sont financés comment dans les pays développés? Par la fiscalité, par les impôts. Et moi, la culture fiscale, la culture de l'impôt est absente dans le cœur, dans la conscience béninoise. Et maintenant, on est en train de nous préparer, de nous sensibiliser à des gens. À des gens. Nous sommes plus à l'état de la sensibilisation. Non, on est obligé. Il faut parce que voilà le temps urge. Non, le temps urge. Et quand c'est comme ça, quand on est de bons stratèges, on essaye de raccourcir un peu les délais et d'aller vite parce qu'on a perdu trop longtemps de temps. On n'est plus là. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un un entrepreneur, quand vous êtes un bon manager, vous avez des deadlines, vous avez des temps, vous avez des chronogrammes, vous dites ça, je dois le faire à temps, donc vous planifiez tout. Donc ça, on n'était pas habitué à cette façon de faire, à cette culture. Aujourd'hui, il faut tout changement appelle des foyers de résistance. On résiste, on ne veut pas, on a peur, la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, et on résiste. Aujourd'hui, le Bénin va souffrir que même dans les entreprises, ça se passe comme ça. Quand on arrive, quand on veut apporter un peu de changement, quand on veut modifier les choses, quand on veut restructurer, on crie au là, on crie machin, on va perdre des avantages, on va perdre des acquis et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est l'intérêt général qui prime. C'est l'intérêt général. Et il faut que le Béninois maintenant soit conscient que c'est pas sa propre poche, c'est pas son seul intérêt peut-être justifié ou peut-être égoïste qui compte, mais il faut que ce soit l'intérêt général qui prime. Aujourd'hui, le Bénin est en retard. Hier, le Bénin est en retard. Aujourd'hui, le Bénin est en train de rattraper ce retard et on ne peut plus prendre le temps de traîner et de s'étendre sur les phases. Il faut aller, il faut embrayer, il faut aller. Et je pense que celui que nous avons au pouvoir aujourd'hui, l'équipe que nous avons aux affaires aujourd'hui en sont conscientes et ils se battent et ils font l'essentiel. Donc, on ne va pas s'attarder. Quand c'est comme ça, il faut s'adapter, il faut être flexible et il faut s'adapter. On ne va pas s'étendre sur la phase de sensibilisation parce que, alors qu'on a déjà perdu beaucoup de temps, donc on fait une petite phase de sensibilisation, on passe à l'action, on prépare les gens, on met en œuvre le changement. Il faut mettre en œuvre le changement, il faut l'implanter pour que les gens puissent se l'approprier, que les gens sachent que les choses ont changé. L'heure est grave. Il faut aller autrement à une autre vitesse. Donc, vous allez souffrir que ça se passe ainsi. Ça, le Bénin n'est pas le premier à le faire. Le Rwanda, par exemple, aujourd'hui, on a vu le Rwanda. Beaucoup d'investisseurs vont là-bas et tout. Pourquoi ? Pourtant, le Rwanda était un pays détruit, complètement en guerre. Et quand le président rwandais est arrivé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Et aujourd'hui, tout le monde cite le Rwanda en exemple. Rawlings au Ghana, vous vous souvenez de l'époque où les Ghanéens nous ont envahi ici, les shoemakers, les machins et tout ça là, parce que il a mis des réformes en place, la lutte contre la corruption, beaucoup de choses, et ils sont partis. Aujourd'hui, quand on veut parler de Rawlings, on le cite en exemple comme un réformateur, quelqu'un qui a donné au Ghana l'essor qu'il a aujourd'hui et le rayonnement économique qu'il a aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Béninois vont souffrir. On n'est pas les premiers. La situation est dure. Le contexte n'est pas
très favorable aux affaires, parce qu'il faut assainir les choses, il faut laver. Quand on lave, quand on frotte dur, c'est vrai que ça fait mal et nous allons souffrir, nous allons essayer de rentrer dans cette logique et d'accompagner le nouveau départ. Aller dans la rupture, rompre avec toutes les mauvaises façons de faire, rompre avec tous ceux qui ne contribuent pas à l'essor économique du pays, rompre avec tous ceux qui nous empêchent de révéler notre pays sur ces beaux jours. Nous allons rompre avec toutes ces habitudes. On ne nous citera plus dans la liste des pays les plus corrompus, dans la liste des pays les plus pauvres, les plus sales. Aujourd'hui, le Bénin, on arrive à l'aéroport international de Cotonou aujourd'hui, il y a eu un changement notable. Moi, je viens, avant, quand je venais, tout de suite, voilà, où est-ce qu'il faut passer, comment il faut faire, l'organisation, il n'y a même pas de l'accueil, de la climatisation, pas mal de choses. Il y a eu des avancées notables. Il y a eu des avancées notables. C'est clair qu'aujourd'hui, il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des gens qui vont voir leurs intérêts personnels mis en cause et qui vont dire ce qu'ils veulent, mais je pense que les résultats sont là, les faits sont là. Les routes sont en train d'être faites dans tous les domaines de l'économie du pays. Il y a des avancées notables. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des infrastructures routières. Il y a pas mal de choses qui se font et soyons honnêtes, reconnaissons-le et aidons l'équipe en place à faire davantage et à aller plus vite. Vous comparez le Bénin à la France tout à l'heure quand vous abordiez la question de la culture, oui. de l'impôt, des tasses et autres, mais ce n'est pas les mêmes réalités. De l'autre côté, et sur le plan social, il y a le chômeur par exemple a un salaire. D'accord, sur le plan universitaire, les étudiants, les étudiants. Ne me faites pas rire. Non, les étudiants. Ne me faites pas rire. Le chômeur a un salaire. Le salaire là, il vient d'où? Il vient de la poche du président. Attendez. Au plan supérieur, au niveau supérieur, les étudiants, de meilleures conditions ont été créées pour permettre à l'étudiant d'étudier. Et vous, je suppose que vous avez accouché en France, les conditions sont créées. Mais ici, ces conditions-là ne sont pas du tout créées. Et c'est la faute à qui? Non, puisque vous avez fait la comparaison. Et je vais vous répondre. Pourquoi ne pas passer par ces étapes-là avant Paris ne s'est pas construit en un jour. Justement. Mais il y a eu des étapes. Donc, il y a eu des étapes. Et le Bénin ne veut même pas franchir le seuil minimal. Le Bénin végète dans la culture de la passivité, de laisser faire et de s'enrichir et de partir. Aujourd'hui, la France, le chômeur est payé comment? Le chômeur est payé par les taxes qui sont prélevées. La CSG, tout ce qui... Vous savez, quand on prend une fiche de paye en France, vous allez regarder, la France est le pays lourdement imposé, mais sur le plan social, la France est le pays le plus généreux. Et les Européens, tous les Européens veulent aller vers la France. Mais pourquoi? Mais ça a un coût, c'est-à-dire que c'est les impôts, c'est surtout les impôts. C'est ce que, quand moi je circule dans la rue, que je vois que une infrastructure est touchée et atteinte, je dis mais ça c'est mon impôt qui fait ça, je suis pas d'accord. Et puis je dis non, tu fais pas ça, tu ne jettes pas ça comme ça, tu ne fais pas ci. C'est comme ça, c'est-à-dire que les Béninois ne sont pas sensibles à leurs responsabilités. L'argent ne peut pas venir de chez les autres. L'argent doit venir de nous-mêmes, c'est-à-dire des efforts. Il faut qu'il y ait une solidarité. Quand on appelle les chômeurs qui perçoivent, comment on appelle ceux qui perçoivent? On appelle revenus de solidarité active. Et c'est ça vient de la solidarité. Les plus riches donnent aux plus pauvres à travers les impôts. Aujourd'hui, les plus riches, c'est eux qui s'abstiennent de payer les impôts et de faire disparaître, de ne pas déclarer ce qu'ils font et tout ça. Aujourd'hui, je pense que on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui veut mettre le Bénin sur les rails, qui veut mettre le Bénin dans les normes pour que on fonctionne comme ça se fait dans les économies normales, dans les économies qui sont réglementées. Je pense que
nous allons, d'ici 10 ans, 20 ans, nous allons dire, dis donc, heureusement que le ciel nous a envoyé une telle personnalité, un tel personnage pour nous mettre vraiment dans le boule, pour nous aider à sortir de l'ornière. La France, oui, je cite la France en exemple, et d'autres pays d'Europe et tout. La France, aujourd'hui, on a vu le président de Gaulle, il a mis en place pas mal de réformes, il était perçu pendant son temps comme un dictateur. Aujourd'hui, tous les courants politiques le citent en exemple, c'est le modèle. C'est le modèle. Le carré Foca, c'est De Gaulle qui l'a instauré. On a vu ce que ça nous a coûté, nous déjà, les pays colonisés et tout. Et il a sévi rudement pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand on parle de lui, c'est sous des termes glorieux aujourd'hui. Donc je pense que la mémoire humaine est un peu bizarre et tout. C'est-à-dire au moment où les gens sont en train de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que nous gagnions en confort, que nous gagnions en aisance et que la postérité soit préparée. Et il y a des gens qui sont hostiles, il y a des jugements contrastés et tout, mais je pense que demain nous aussi nous serons vus comme le Rwanda, comme la France, comme le Ghana, et celui qui est l'acteur de ce changement, de ce bouleversement, il sera cité en exemple. De toute façon, je n'en ai aucun doute. Et je pense que nous devons, vous jeunes, je vois que vous êtes de jeunes journalistes, je pense que vous et moi et nous tous, nous devons nous lever et regarder objectivement ce qui est en train d'être fait et le porter pour que demain, la génération montante, la génération à venir profite de cela et puisse être au même niveau que les pays dits développés. Merci, madame. Nous allons aborder un autre point de cette émission. Il s'agit du nouveau code électoral. Les dispositions de ce test ne vous auront pas échappé, surtout qu'elles ont fait beaucoup jaser. Et on parle de ce nouveau code électoral comme une excellente rampe de lancement pour la réforme du système partisan. C'est ce que les partisans du chef de l'État disent. C'est une loi discriminatoire pour les autres. Quelle est votre lecture personnelle globale de ce code électoral avant que nous n'allions dans les détails de ces dispositions? Ma lecture globale de cette disposition, en fait, je pense que, comme je l'avais annoncé à l'entame, que les réformes institutionnelles, les réformes structurelles, les réformes au Bénin ont besoin d'être mises en place. Je loue cet effort, je loue cette audace et je pense que ces réformes aujourd'hui, surtout celles dont il est question, celle que vous avez mentionnée, du code électoral, a le mérite d'être mis sur la table et parce que aujourd'hui il faut assainir un peu le paysage politique. Il faut revoir un peu l'organisation des élections au Bénin. Il faut rationaliser cette organisation. Il est triste de voir cette sortie plus ou moins même distrayante, fantaisiste de candidats par rapport à la caution symbolique qui est fixée. Moi, quand je vois la pléthore de candidatures, je me dis, mais où est-ce qu'on est? On n'est pas dans un état sérieux. Comment ça se fait que tout le monde se lève pour poser sa candidature, pour prétendre prendre la magistrature suprême? Comment ça se fait? Je m'étonne. Et beaucoup même de nos amis de l'extérieur s'étonnent, disent, mais qu'est-ce qui se passe au Bénin? Comment? Depuis le renouveau démocratique, on pense que le boulevard est ouvert et qu'on est libre, on est capable de faire ce qu'on veut, de se lever et de dire je peux faire ci, je peux être ça.
ça. Je pense que ce code, il est pertinent. Il fallait le mettre en place pour créer des blocs et regrouper un peu les électeurs pour réduire un peu les coûts de l'organisation des élections. Parce que figurez-vous que les candidats, même celui qui paye la caution symbolique et qui vient et qui n'a que 0,003% de voix, vous imaginez, c'est le même nombre de bulletins de vote qui sera édité pour lui. C'est des dépenses inutiles. C'est tout le traitement qui a été mis en place pour tous les autres candidats, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de disparité. Tous les candidats sont traités. Nous sommes dans un style de bulletin unique, ce qui fait que même s'il y a une vingtaine de candidats, une trentaine de candidats, c'est à peu près le même coût pour la production. C'est le même coût, mais quand même, s'il y a des centaines, il n'y a pas une vingtaine, il y a toujours beaucoup de candidats. Il y a des candidats vraiment dont la candidature représente un coût non négligeable. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le regroupement de tous les partis et tous les partis vont se mettre ensemble et on va réduire toutes ces dépenses que génère l'organisation pour que on ait des électeurs, qu'on ait des candidatures plus sérieuses, des candidatures sur des idées, des candidatures sur des projets et non pas juste parce qu'on a envie de se faire remarquer ou de peser dans la balance après les élections dans la recherche égoïste d'un poste ou d'un positionnement où c'est des individus ou des clans ou c'est basé sur des critères régionalistes, des critères claniques, des critères familiaux. On a déjà vu dans ce pays où des gens ont revendiqué la paternité d'un parti comme si c'était leur propriété. Aujourd'hui, avec ce code électoral, je pense que le parti appartient à tout un ensemble. Personne ne peut dire maintenant, c'est mon parti, il m'appartient et c'est l'héritage de mon fils, c'est l'héritage de ma fille. Voilà, aujourd'hui, le parti est pour tout le monde. On vient, on se met, il y a un parti, de toute façon, il y a des partis qui vont dans le bloc, qui gardent leur identité, qui gardent leur personnalité, mais après, ils se prononcent au nom de tout le groupe et c'est après le parti qui sort, qui est le parti du bloc, le parti du groupe. Donc je vois que c'est une idée pertinente. Je pense que nous devons l'encourager et les gens vont reprocher, les détracteurs vont dire que oui, 250 millions, 200 millions, oui, mais on a déjà vu des gens qui ont revendiqué ici qu'ils sont capables, ils ont mis 40 milliards, ils ont mis 24 milliards pour faire campagne. Aujourd'hui, on dit que plus de 200 partis réunis vont mettre 250 millions et qui vont être remboursés quand, si jamais ils atteignent le quota qui est fixé, qui vont être remboursés. Donc, il est normal que quand, même dans les contrats de travail, quand vous voulez aller ensemble avec quelqu'un, vous voulez financer quelqu'un, il y a des critères qui sont posés. Si vous ne répondez pas à ces critères, vous ne bénéficierez pas de l'apport, de l'appui ou de la contribution de l'État ou de celui avec qui vous rentrez en partenariat. Donc je pense que ce serait de mauvaise foi que de dire que non, il n'est pas normal qu'on fixe des critères, il n'est pas normal qu'on dise ça. À partir du moment où les cautions seront remboursées par les fonds publics, c'est normal qu'ils imposent quand même des critères pour réglementer un peu le paysage d'organisation des élections politiques. Justement de caution, 249 milliards pour participer 249 millions de francs CFA pour participer aux législatives et 250 pour la présidentielle. Non, 200 millions pour 249 maintenant. C'est passé de 200 millions à 249 millions de francs CFA pour participer aux élections législatives et maintenant 250 millions pour ce qui concerne la présidentielle. Ces cautions
dispositions ne vous paraissent-ils pas rédhibitoires pour l'engagement politique des jeunes et des femmes? On ne demande pas aux jeunes de mettre la main à la poche, on demande, c'est tout l'ensemble qui porte. Cette caution n'est pas déposée par un individu. C'est là où les gens n'expliquent pas clairement les choses. Avant, c'était les individus qui se présentaient, c'était les personnes qui se présentaient. Maintenant, vous allez au nom d'un ensemble, d'un groupe. Et quand même, quand vous avez des militants, quand vous avez un certain nombre de partis qui viennent et tout ça, là, chacun doit mettre la main à la poche. Et quand on divise ça, quand on met tout ça ensemble, ça fait valablement le prix. Et d'autant plus que vous serez remboursé après, je ne vois pas où le problème se pose. Moi, je pense que au niveau du coût, c'est juste du dilatoire, parce que on vous dit, les gens se vantent et se gossent même de dire qu'on est capable de mettre des milliards, on est capable de Messi. Maintenant, vous dites non. Il faut que ce soit neutre. Maintenant, il faut que que ce soit impartial, parce que quand un opérateur économique ou un individu sort de sa poche l'argent et pose l'argent et tout, c'est lui qui veut prendre la paternité de la chose, c'est lui qui veut prendre l'hégémonie, c'est lui qui dit que ça c'est à moi, ça c'est moi, si c'est moi qui ai mis tant. Alors que aujourd'hui, maintenant, c'est l'État qui prend en charge les cautions, les dépenses, ce que vous allez dépenser pour préparer, pour aller en élection. Donc je ne vois pas où le problème se pose, où c'est rédhibitoire, comment c'est rédhibitoire, puisque on peut entre soi trouver la possibilité. Quand vous êtes parrainé par tant, un jour, vous êtes obligé de satisfaire ces parrains-là, de satisfaire ces soutiens-là. Aujourd'hui, c'est l'État. C'est justement pour qu'il y ait une certaine transparence au niveau du financement de ces élections que je crois que les autorités ont voulu prendre cette loi pour pouvoir réglementer un peu, rationaliser un peu le paysage. Moi, je trouve que c'est tout à fait louable et c'est tout à fait encourageable. Et quand vous dites que c'est l'État, c'est-à-dire c'est les citoyens, c'est les membres des partis politiques qui vont cotiser, c'est ce qui est envisagé pour que les candidats puissent se mais après présenter. Les élections, si vous en sortez avec le quota qui est fixé, oui, l'État vous restitue votre argent. Vous restitue votre argent. Mais est-ce que déjà, en amont, est-ce que vous y croyez réellement? Moi, j'y crois fermement. Avec ce peuple qui a été habitué. Non seulement j'y crois réellement, mais j'y crois fermement, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec tout ça, parce que c'est tout ça qui plombe un peu la liberté et la liberté des hommes politiques, des hommes d'État. Quand ils montent au pouvoir, ils se sentent redevables vis-à-vis d'une certaine catégorie de gens qui les ont soutenus, qui les ont aidés. Ah, tu m'as fait ci, tu m'as pas retourné le marché, tu m'as pas fait ça, et ça a créé beaucoup de problèmes que ça n'a résolu dans notre société. Aujourd'hui, je pense que nous devons regarder de façon très objective ces décisions courageuses qui sont prises et de voir jusqu'où, de voir leur porter, jusqu'où ça peut nous porter. Il ne faut pas regarder dans l'immédiat tout de suite. C'est vrai que l'application, c'est-à-dire avaler la couleur, va être très dur pour les hommes politiques et pour tout un chacun, mais je pense que ça, il va dans l'intérêt de la consolidation de notre démocratie. Le critère genre n'a pas été pris en compte dans ce nouveau code électoral. Comment... Et c'est dommage. Le critère genre n'a pas été pris en compte. C'est pas la faute aux parlementaires ni au groupe parlementaire qui l'a présenté, majoritaire qui l'a présenté. Ce n'est pas la faute non plus aux autorités gouvernementales. Eux, ils ont eu la volonté de le faire, ils l'ont proposé, ça a été rejeté. La question du regroupement, de l'alignement des élections aussi. Pourtant, ça aurait été bien que les élections soient regroupées, soient alliées, que se fassent simultanément et de façon là pour qu'on évite l'organisation, les préparations et tout ça là, et les coûts que ça génère. On aurait pu tout ça. Moi, je pense que les 4 projets qui ont été posés sur la table et qui ont été rejetés, c'est dommage. La peine de mort, bon, effectivement, bon, on n'en parle pas trop parce qu'on ne sent pas ça, on ne vit
on n'est pas souvent exposé à cette situation. Le regroupement des élections, la représentativité de la femme et tous les autres projets qui ont été posés sur la table, qui ont été rejetés, c'est déplorable, mais je pense que ceux qui l'ont rejeté aujourd'hui regrettent déjà leur geste. Je crois que... Mais la députée de la majorité présidentielle aurait quand même pu insérer ce critère-là lors des amendements. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait, selon vous? À ça, je ne pourrais pas y répondre, mais ça n'a pas été fait. Peut-être qu'ils se disent que, bon, ils doivent avoir les raisons. Ils doivent avoir les raisons. Sans doute, peut-être que vous avez la réponse. Encore une fois, oui, c'est la Constitution qui va être évoqué comme étant le blocage. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la discrimination positive n'est pas admise par la Constitution. Mais en même temps, ce qu'il y a lieu d'attendre aujourd'hui de cette majorité parlementaire, majorité présidentielle globalement, c'est qu'à l'occasion des positionnements pour les élections prochaines, que ce soit dans les blocs, en tout cas partout où les députés de la majorité aujourd'hui ou de la mouvance sont candidats, que le critère soit respecté, c'est-à-dire que des femmes soient positionnées sur les listes. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois et j'y travaille fermement. Je vous ai dit que hier, j'ai eu pas mal de réunions de travail et on est en train de réfléchir. Il y a un groupe de réflexion à ce sujet. On y travaille en laboratoire et vous verrez quand ce sera prêt, vous verrez bien que les femmes n'entendent pas être de reste et que les femmes entendent se faire représenter, porter leur voix. Et au sein des blocs, il y a les différents partis et il y a des mouvements de femmes. Par exemple, à l'UN, il y a la Ligue des femmes qui est déjà en place et qui se fait représenter déjà dans le bureau exécutif. Elles ont bataillé grave pour être représentées. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des choses, c'est-à-dire que le mode de communication dans le gouvernement et autour de ceux qui accompagnent le nouveau départ n'est pas le même que celui que vous avez connu, auquel on est habitué, c'est-à-dire que c'est les résultats, c'est les actions, et après les actions, on communique autour des actions. On communique autour des actions. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se cuisiner. L'agitation n'est pas forcément la meilleure façon de se faire entendre ou de se faire voir, mais on peut être efficace, on peut être pertinent et perspicace dans le calme, dans une certaine éloquence, dans une certaine élégance. Donc, je pense que ce qui caractérise ce nouveau départ, c'est un peu ça, c'est-à-dire beaucoup faire et moins parler, c'est-à-dire et laisser voir par la suite. Et justement, Madame Yolande Francisco, vous êtes résolument engagée, cela s'entend chaque fois que vous vous exprimez en politique au Bénin, notamment vous êtes également vice-présidente d'un parti politique implanté au Bénin. Est-ce que vous avez des ambitions de vous porter candidate pour les prochaines élections législatives? Et si oui, dans quelle alliance, dans la mesure où le chef de l'État a recommandé à ses partisans de se constituer en bloc, aurait recommandé à ses partisans de se constituer en bloc? Écoutez, je souris parce que oui, j'ai des ambitions et comme l'aurait dit un certain philosophe, rien de grand ne se réalise sans passion et sans ambition. Donc oui, j'ai des ambitions politiques puisque je suis là et que je parle de la politique et je m'intéresse aux faits politiques. Oui, vice-présidente, membre fondateur de FUED qui précédemment était FUTAL. FUTAL était à l'origine d'un mouvement qui a été créé pour soutenir la candidature de Patrice Talon pour qu'il se présente aux élections. C'était même avant qu'il ne fasse sa première déclaration de Paris. Nous y croyons. Nous croyons qu'il faut un homme courageux pour prendre en main le destin du Bénin. Et donc, nous avons, avec une amie, nous avons créé le mouvement, le groupe FUTAL, Femmes Unies autour de Talon, qui est devenu maintenant, après les élections et après ce à quoi nous assistons maintenant et qui nous plaît, qui nous conforte dans notre choix, nous avons décidé de nous transformer en parti de femmes, porté par des femmes,
et des femmes amazones, des femmes combattantes. Et bon, comme on le sait, les deux genres sont toujours liés. On ne peut pas faire sans les hommes. Nous avons quelques hommes parmi nous qui nous accompagnent, mais nous, c'est nous qui portons vraiment ce parti. Et nous avons des ambitions, c'est-à-dire qui vont dans le sens de la représentativité de la femme et qui vont aussi, qui s'arriment aussi autour des objectifs de développement durable, parce que pour qu'il y ait durabilité, pour qu'il y ait aussi une participation inclusive de toutes les couches de la population, il faut que les femmes qui sont des porteuses de vie, des femmes qui sont des porteuses d'énergie, des femmes qui sont les meilleures conseillères au monde se lèvent, se mettent ensemble et se fassent connaître. Moi, je réponds à l'appel du président Patrice Talon. Il faut que les femmes se fassent connaître. Il faut que les femmes du Bénin révélé se révèlent aussi pour qu'on les voie, pour qu'on puisse les choisir, pour qu'on puisse les accueillir. Et donc, moi, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis dans cette démarche. Je veux me faire connaître. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je veux que mon Bénin soit un Bénin rayonnant, un Bénin réveillé, un Bénin révélé et avec toutes les femmes. Et vous seriez candidate dans quelle circonscription électorale au passage? Pour emprunter l'expression du président, j'aviserai au temps venu, mais je pense que je me prépare à cela et au moment opportun, vous me ferez le plaisir et l'honneur de m'inviter pour que je le révèle à toute la population. Ce sera un plaisir partagé. Madame Yolande Francisco, il est établi que les Béninois de la diaspora, en tout cas, contribuent fortement au développement de leur pays. Ils sont des milliers, des millions. Mais dans le nouveau code électoral, il n'est pas prévu d'élire de députés pour les Béninois de la diaspora. Quel est votre... Comment vous pouvez dire ça? Vous savez, c'est-à-dire que c'est pas moi, on essaie un peu de travestir les choses, de dire les choses pour soulever les gens. J'ai vu que j'ai été interpellée en France par des groupes, des membres de la diaspora, des présidents d'associations. Ils nous ont dit oui, ils ont dit qu'il faut vivre de façon discontinue, de façon... Je dis c'est discontinu là qui pose le problème. Ça, madame, il s'agit par exemple, pour la France, les Français de l'extérieur ont leurs députés. Et ça, on va y venir. Comme vous dites, le Bénin n'a pas de députés. Ça va venir, c'est-à-dire que qui y a pensé avant l'arrivée du nouveau départ? C'est-à-dire que le nouveau départ, celui qui est à la tête du nouveau départ aujourd'hui, vous voyez, les gens décrivent cela, oui, on ne peut pas gérer un État comme une société, mais c'est-à-dire que c'est quand même un manager. C'est quelqu'un qui sait faire des choix et mettre en place les priorités. Quand vous voyez son PHGO, si vous avez vu qu'il y a des projets phares, des projets structurés, tout est organisé, tout est stratifié. Donc, ce n'est pas parce qu'on est arrivé qu'on va tout embrasser et ne rien étreindre après. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pas à pas, on va y revenir. Comme j'ai dit tantôt, Paris ne s'est pas construit en un jour. Le Cotonou, le Bénin ne se construira pas en un jour. Il y a eu des avancées notables. Mais ça va venir, les députés des Français d'outre-mer, de l'étranger, ça existe. Au Bénin aussi, on est en train de réfléchir. Moi, j'étais avec mon groupe, la coordination Nouveau Départ au Bénin, aux environs du 1er août. On a eu notre université d'été ici. Et on a réfléchi sur toutes ces choses. C'est pour vous dire que la contribution, nous, on ne fléchit pas. On sait que nous avons notre part à prendre, nous avons notre rôle à jouer dans le changement, mais vraiment significatif du fonctionnement des choses au Bénin, dans notre pays. Nous avons réfléchi, nous sommes venus, un groupe de Béninois de l'étranger, nous avons réfléchi sur tous les volets du PAG, et on a regardé, on a fait un point d'étape sur les réalisations du PAG, et nous avons analysé comment
on peut encore apporter notre pierre de façon un peu plus visible, plus perceptible dans le développement de notre pays. On a réfléchi à ça, on a évoqué le cas des députés des Français de l'étranger. On pourrait faire la même chose ici en France. Donc on est en train de réfléchir, on va faire une proposition, on va déposer une proposition aux parlementaires. On a reçu, vous savez, dans le même ordre d'idée, nous avons organisé une conférence au mois de juin en France, où nous avons eu l'honorable Abimbola, nous avons eu un membre du BAI, M. Achille Oussou, nous avons eu le garde des Sceaux, on a fait une conférence autour de la lutte contre la corruption par le gouvernement du Nouveau Départ. On a invité le président d'une grande association de transparence, de lutte contre la corruption en France, Philippe Montigny, et donc il y a eu beaucoup de Béninois. À l'occasion, je vous enverrai, je le dis ici pour que vous voyez un peu cet impact. C'était un jour où la France et le Brésil jouaient, mais pourtant on a eu du monde, on a eu un monde fou à l'UNESCO. Et donc les gens sont intéressés par ce qui se passe au Bénin, par les luttes qui sont faites par le gouvernement du Nouveau Départ. Et nous, les Béninois de l'étranger, ne serons pas de reste. On va se battre, on va prendre notre place. C'est pas forcément d'être représenté dans les instances ici, machin, mais c'est à nous de creuser le sillon pour qu'on ait besoin de nous, pour qu'on nous sollicite, pour qu'on apporte notre pierre. Donc moi j'appelle tous les Béninois de l'étranger, ceux qui ne se sont pas encore alliés à nous, qui ne sont pas venus. Aujourd'hui, le président Talon est le président de tout le monde, de tous les Béninois. Qu'on le veuille ou non, il est le président, celui qui est aux commandes et qui est en train de se battre de sérénité pour que le Bénin soit respecté, que le Bénin soit révélé sous de beaux jours et que le Bénin soit autosuffisant. Parce que on dit, il faut nous donner ci, il faut faire ça. La dernière fois, il a dit aux syndicalistes, vous voulez partager quoi? Il faut qu'on partage ce qu'on a gagné ensemble. Depuis que je suis arrivée, qu'est-ce que vous avez généré? Qu'est-ce qu'on a gagné ensemble? On n'a rien gagné, vous voulez? Je voulais que moi je m'engage sur des promesses qui ont été faites sans consistance et tout. Je ne peux pas. Il faut mettre la main à la pâte. Il faut qu'on se batte. Il faut arrêter les grèves. Je sais que vous avez prévu de parler de la grève et tout. Et il faut qu'on arrête de gréver. Il faut qu'on arrête de laisser mourir nos frères, nos concitoyens dans les hôpitaux. Il faut qu'on s'occupe, si on est des fonctionnaires, des médecins fonctionnaires, qu'on reste à l'hôpital pour travailler, que de drainer les gens, de les amener dans nos cliniques privées ou dans nos officines et tout ça. Il faut que les Béninois prennent conscience du travail bien fait. Qu'ils prennent conscience, parce que les États que nous envions aujourd'hui, c'est comme ça, c'est au prix de ces sacrifices-là, de cette conscience professionnelle qui sont arrivés au point où ils en sont. Nous allons justement donc finir par là. Il y a quelques semaines, vous le savez, les députés ont décidé de l'encadrement du droit de grève. C'est désormais 10 jours par an et pas plus de 2 par mois pour les fonctionnaires. Qu'est-ce qui explique, je pense que vous avez déjà commencé à y répondre, cette mesure du gouvernement Patrice Talon? Qu'est-ce qui explique cette mesure? Vous-même, vous avez vu la catastrophe qu'a été les résultats aux examens, aux différents examens cette année. Vous avez bien vu, nos enfants ont été à l'école combien de jours? Comment ça s'est fait? Au lieu de s'occuper de l'avenir de nos enfants, non, on se penche sur des contestations qui ne sont pas forcément légitimes et on sacrifie ainsi l'avenir des enfants. Les élites de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Si les syndicats, tous ceux qui se mettent en grève pour revendiquer des choses, oublient de préparer la postérité, c'est malheureux. Donc je pense que cette mesure, elle est à accueillir, elle est à encourager. Je pense que les parents, les citoyens béninois qui sont vraiment épris du développement de leur pays
doivent remercier le président Patrice Talon parce qu'aujourd'hui, les médecins, la justice, la police et tout ça, c'est des corps de métier qui ne doivent pas, parce qu'ils sont au service du bien-être de la population, ils sont au service de la sécurité de la population et ils sont au service de l'avenir pour ceux qui sont ceux du domaine de l'éducation nationale, de l'avenir de la postérité. Donc, comment on peut... Moi, je pense que c'est quand même... C'est une négligence coupable, c'est un crime que d'abandonner des enfants, d'être en grève et d'oublier complètement l'avenir des enfants et de se... Voilà, les résultats sont là, on a vu, échec vraiment honteux aux différents examens, beaucoup de décès dans les hôpitaux, beaucoup de problèmes de souffrance au niveau de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Et les détenus ne peuvent pas être jugés et sortir parce qu'il y a grève, il y a machin. Donc je pense que non. Moi, personnellement, je suis dans mon rôle, je ne peux que apprécier cette décision parce que tout d'abord en tant que mère, en tant que citoyenne éprise de justice sociale et estimant que nous devons pouvoir avoir le goût du travail, la conscience du travail. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail et qu'on arrête d'aller tout le temps en grève. Nous vous permettons de conclure. Nous arrivons au thème de cette émission. Concluez. De conclure. Voilà. Mais écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un visionnaire, quelqu'un qui nous a mis en place un instrument unique et très rationnel pour prendre la mesure de ce qui se passe. Avec le PAG, ce programme d'action gouvernementale, nous pouvons juger, apprécier les actions du gouvernement. Nous pouvons savoir, oui, il est arrivé, il a dit qui veut faire ci, où est-ce qu'il en est à ce qu'il a dit. Comment on peut noter et je pense que c'est un instrument de mesure aussi de l'efficacité, de la perspicacité et de la pertinence de la politique du nouveau départ aujourd'hui. Et je veux aussi lancer un appel à tous mes concitoyens, qu'ils soient d'ici, du Bénin ou de l'extérieur. Il faut aujourd'hui que nous changeons le paradigme, que nous changeons les choses, notre fonctionnement, que nous nous tournons vers notre pays et que nous nous tournons vers ceux qui sont en place et qui travaillent et que nous les aidons, que nous les portons dans tout dans tous les projets qu'ils lancent et dans toutes les réformes qu'ils mettent en place pour l'amélioration de la condition de vie du Béninois et l'amélioration de la condition de la postérité. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, si vous doutiez de la pertinence ou de la perspicacité du programme d'action du gouvernement, je pense qu'à l'écoute de Sika Yolande Francisco, vous avez peut-être changé d'avis. Madame Francisco nous a présenté un regard très positif sur la gouvernance du président Patrice Talon. Elle n'a pas manqué de nous parler d'elle, de nous parler de ce qu'elle accomplit pour l'évolution du Bénin dans la société où elle est plus généralement implantée, c'est-à-dire en France. Elle a parlé également de la participation des femmes à la vie publique au Bénin. Elle estime que cette participation ne sera pas un cadeau que les hommes feront aux femmes, et c'est pourquoi elle s'est engagée résolument elle-même dans cette bataille pour la représentativité des femmes, la poursuite des anciens ministres du régime ancien ne l'étonne pas. Elle estime que ceux qui sont en place aujourd'hui auront également à rendre compte si leur gestion est entachée à un moment ou à un autre. Et puis les dispositions du code électoral ne lui posent pas non plus problème. Tranquille à 4 Benotin, 249 millions de francs CFA pour les législatives, 250 millions pour la présidentielle. Autant de montants qui, selon Mme Francisco, ne constituent pas des blocages pour la jeunesse ni pour les femmes. Elle est en tout cas engagée en politique et devrait normalement être candidate pour les législatives à venir.
Merci à vous, James William Ogbagidi. Ce sera donc tout pour ce numéro de Dimanche Politique. En nouvelle diffusion sur Eden Télévision ce dimanche à partir de 21h et sur Diaspora FM à 22h. Pour le rendez-vous également mardi prochain à 21h sur Eden Télévision à dimanche prochain.